Alors, au total, donc, vous avez ça dans mes tableaux statistiques, la France a prélevé, enfin l'autorité française a prélevé un chiffre d'hommes qui n'est pas du tout négligeable. Si on compare par exemple au Maroc, on estime qu'il y a eu environ 50 000 Marocains qui ont combattu dans les rangs de l'armée française, enfin des Gouniers, mais dont seulement 15 000 sont allés au front français. Il y a eu à peu près 35 000 qui sont restés au Maroc pour assurer l'ordre, pour aider le pouvoir français. Tunisie, un petit peu plus. Il y en a eu 80 000 au total, mais sur ces 80 000, d'après les calculs que j'ai faits, si je me souviens bien, il y en a eu 38 000 seulement qui sont allés sur le front français. C'est-à-dire quand même plus du double que les Marocains, mais pour la plus grande part de ces Tunisiens, ils ont été recrutés pour établir l'ordre, surveiller les populations, et aussi ils ont été engagés dans l'expédition d'Orient de 1900, que vous connaissez bien. Il y a eu dans les 10 à 12 000 soldats français qui sont allés sur le front. Alors que vous voyez, pour ce qui est de l'Algérie, c'est extrêmement différent. Il y a eu, entre les engagés volontaires souvent sous la volonté du caïd, ou de l'administrateur communiste, et les conscrits, il y a eu au total entre 174 500 et 176 000 hommes, disons 175 000 hommes. Donc vous voyez, aucune comparaison avec le Maroc ou la Tunisie. Et ceci dit, cela s'est fait dans le contexte de l'appel. C'était un terme qu'on employait déjà, le djihad, ça vous dit peut-être quelque chose. En novembre, on traduit ça par guerre sainte, mais le vrai sens du djihad en arabe classique, c'est l'effort sur soi-même, c'est la volonté de se surmonter. Bon, vous savez que dans les pans de l'histoire, que c'est devenu la guerre sainte. À l'origine, c'est pas elle. Donc, il y a eu le djihad au sens actuel du terme, ou celui qu'on appelait le commandeur des croyants, qui était le sultan Khalif, on l'appelait aussi Cheikh l'Islam, qui était Mohammed V à l'époque, sultan d'Istanbul, et il appelait les musulmans au djihad en novembre 1940. Lequel appel au djihad en Algérie n'a pas eu beaucoup d'effet. Un petit chouïa dans le Constantinois, dans les hautes plaines, un peu dans l'Ouest, mais pas tellement parce que les nouvelles, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de téléphone. Voilà. Et la propagande française, relayée par les évolués, par les jeunes Algériens, disait très clairement: il nous faut combattre, je cite, contre les boches de l'islam, contre les Turcs. Bien. Donc, il n'est pas impossible qu'il y ait eu une corrélation entre ces évolués et puis la masse de la population algérienne qui suivait leurs opinions pour que, finalement, ils soient dans ce que j'appellerais un attentisme prudent. Bon. Cet attentisme prudent des Algériens qui ne savaient pas bien ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il faut se révolter, il faut pas se révolter. Cet attentisme prudent, je pense qu'il s'explique par le fait que, du moins dans le Constantinois, dans l'Oranie, je connais moins bien, je ne rentre pas bien non plus, il y a eu une attente, c'est ce que m'ont dit du moins les vieux Algériens que j'ai rencontrés. Ils attendaient que ce djihad s'accompagne d'un débarquement du Khalif en Algérie. Ils attendaient qu'il y ait donc un djihad armé, un débarquement de troupes turques en Algérie pour mettre en exergue ce djihad. Or, qu'est-ce qu'il y a eu? À peu près. S'il y a bien eu au tout début de la guerre 2 croiseurs, mais allemands, et pas turcs, le Göden et le Breslau, qui sont venus bombarder un petit peu Bonn et Philippines, enfin Nata et Sida, et qui sont partis tout de suite. Ça n'a pas
bon, ça n'a pas fait beaucoup d'effets, et il n'est pas impossible que ça ait beaucoup surpris et déçu ces Algériens. Et je dirais que les attentes millénaristes d'un débarquement turc ont été déçues. Et cet attentisme prudent dont ont fait preuve les Algériens, c'est-à-dire la non-hostilité manifeste à la France, eh bien, les autorités françaises ont appelé ça le loyalisme. Les Algériens sont loyalistes, ils sont loyaux à la France. Bon. Et j'ai beaucoup étudié, pendant pas mal de temps, les prisonniers algériens du camp de Zosen-Halmondla. Je l'ai expliqué, les Allemands, lorsqu'ils faisaient prisonniers des musulmans, les regroupaient tous dans un camp situé à 40 km au sud de Berlin. Le camp de Zosen, c'est celle-là, j'y suis allé, j'ai regardé, il n'y avait rien parce que les Américains ont tout ravagé en 1944 lorsqu'ils ont bombardé la région des Toilettes. Il y avait une mosquée, les Allemands ont construit une mosquée. Hein. Bon, il y a une bout de pierre qui reste encore. Mais les gens, les très vieux que j'ai rencontrés, parce que j'y suis allé en 1900, il y a longtemps, si vous voulez, il y en avait qui se rappelaient encore, ils les appelaient les Turcos, les Turcos. Et dans ce camp, où il y a eu jusqu'à plusieurs milliers d'Algériens qui ont été réunis, la propagande allemande et turque, germano-turque, avec drapeau, le croissant, etc., a été intense. Eh bien, le nombre d'Algériens qui ont accepté, selon cette propagande, de s'engager dans l'armée ottomane a été dérisoire. Il a été extrêmement faible. Alors, ce loyalisme, ainsi que le dénomment les autorités françaises, bien sûr, c'était un loyalisme entre guillemets intéressé de la part d'un certain nombre d'agents de l'administration ou de gens des notables, parce que simplement vous m'avez demandé de recruter 10 tirailleurs, je vous en ai recruté 20, donc vous me donnez combien en échange? C'était ça, en quelque sorte. Ceci dit, il y a eu incontestablement une propagande sincère de ces évolués. Farah Thomas m'en a longuement parlé quand j'ai vu à plusieurs reprises. Je suis resté toute une journée avec lui pour le questionner sur cette question. Il avait 15 ans au début de la guerre de 14, hein. Il en avait 54, il en avait 19 à la guerre. Il m'a dit que, incontestablement, lui était partisan de ce loyalisme. Et puis, des gens comme lui m'a-t-il dit, et ça a été confirmé par d'autres documents que j'ai vus, il y a eu la volonté de dire à ces Algériens, mais vous voyez, la guerre, l'impuissance, ça va vous apporter des avantages, et vous vous rapprocherez des Français. Et j'ai vu, en consultant les archives, que ceux qu'on appelait les élèves maîtres de l'école normale instituteurs de la Beaux-Arts, eh bien, le nombre des élèves maîtres, j'ai lu des tas de leurs lettres, ils écrivent en France, eux, où ils ont été construits, où une grande partie d'entre eux se sont engagés dans l'armée française, parce que pour eux, ils y croyaient. L'union sacrée de la civilisation contre la barbarie, c'était quelque chose qui avait dans la tête. Et c'est en gros ce que m'a dit Farah Abbas, lequel m'a dit que, avec son père avait le père de Farah Abbas, il a fini Raïd, il était garde champ de ça. Il a eu le certificat d'études en 1890. Et Farah Abbas m'a dit, il arrivait assez souvent que mon père et moi, nous échangions en français. Vous vous rendez compte? On n'imagine pas ça aujourd'hui. Mon père, dans sa vallée de la Durance, il échangeait avec ses cousines en provençal latin, mais il était instituteur français, il avait problèmes français. Donc, je dirais que l'effet de cette guerre est que c'est la première fois que le pouvoir colonial a sollicité autant
et aussi fortement les humains d'Algérie, qu'il s'agisse des Algériens, qu'il s'agisse bien sûr des Français ou des gens qui acceptaient de devenir Français en acceptant la conscription. Il y a eu beaucoup d'Italiens, d'Espagnols qui sont devenus Français à ce moment-là, à cause du fait de la conscription.